T'as déjà imaginé à quoi pouvait ressembler la Terre dans 200 ans? En ce moment, des milliers d'ingénieurs et de milliardaires travaillent sur une seule et même chose. Te convaincre que l'avenir ressemble à ce qu'ils veulent que tu crois. Et le plus dingue dans tout ça, c'est que ton cerveau les aide à le faire gratuitement. Parce que ton cerveau est fondamentalement incapable de voir l'avenir. Et je te dis pas ça comme une métaphore. Je te dis ça parce qu'il y a des études qui le prouvent. Aujourd'hui, on va parler de la Terre dans 200 ans. Et surtout, on va parler de toi, de moi, de nous et de ce qu'on pense qui nous attend dans les 200 prochaines années. Parce que la vraie question, c'est pas à quoi va ressembler la Terre. La vraie question, c'est qui va décider de l'histoire qu'on te raconte sur elle. Laisse-moi te poser une question simple. Ferme les yeux et imagine-toi dans 30 ans. Maintenant, dis-moi, est-ce que cette personne te semble vraiment toi? Ou plutôt un étranger avec ton prénom? Ce n'est pas un accident. En 2011, le chercheur Hal Hershfield de l'USLA a fait quelque chose d'assez fou. Il a montré à des participants leur visage vieilli grâce à des technologies de morphine. Et ce qu'il a découvert a complètement changé la façon dont on comprend le cerveau humain. Quand les gens voyaient leur vrai visage, ils réagissaient exactement comme s'ils voyaient un inconnu dans la rue. Mais quand ils leur ont montré leur visage vieilli, ça a tout changé. Ils épargnaient 2 fois plus d'argent pour leur retraite. 2 fois. Juste parce qu'ils avaient vu leur visage vieux. Ce que ça dit sur nous, c'est assez brutal. On n'est pas mauvais pour planifier l'avenir parce qu'on est paresseux ou incompétent. On est mauvais parce que notre cerveau n'a pas été programmé pour ça. On est câblé pour le présent. C'est ce qui nous a permis de survivre pendant des millions d'années. Ça, le cerveau n'y arrive pas naturellement. Et ce biais a un nom, le biais du présent. Il explique pourquoi tu économises de l'argent, pourquoi tu fais du sport, pourquoi tu essaies de bien manger, et surtout pourquoi tu es absolument obsédé par un avenir que ton cerveau ne peut imaginer. Et surtout, quelqu'un a tout intérêt à alimenter cette obsession. Je t'en parle dans 2 minutes. Et si on ne peut pas prévoir l'avenir, est-ce qu'on peut au moins le dessiner? 2040. C'est peut-être le futur le plus facile à imaginer, parce qu'on est déjà en train de le construire. Les grandes villes ressemblent à peu près à celles d'aujourd'hui, mais il y a des détails qui ont changé. Les voitures autonomes ne sont plus un concept, elles sont dans les rues. Pas partout, pas encore parfaitement, mais elles sont là. Une partie de ta ville est peut-être déjà sous tension hydrique sévère. Le Cap, en Afrique du Sud, en 2018, a subi une pénurie d'eau. Ils ont appelé ce jour le Day Zero. Aujourd'hui, 40 villes de plus de 2 millions d'habitants sont touchées par ce phénomène. Pas de catastrophe hollywoodienne, juste moins d'eau dans le robinet. La plupart des gens vivent presque comme avant, mais quelque chose a changé dans l'atmosphère sociale. Les gens sont plus anxieux, pas pour une raison précise, juste plus anxieux. L'OMS a classé la solitude comme une crise de santé publique mondiale en 2023. Et dans 14 ans, elle n'a pas diminué, elle a augmenté. Pas à cause d'un virus, pas à cause d'une guerre, juste trop de notifications et pas assez de regards humains. Mais ce premier futur, le futur de 2040, il est presque rassurant comparé à ce qui nous attend plus tard. Parce que dans 14 ans, une technologie va commencer à tout changer et personne ne s'en rendait compte. Et quand je te dis personne, je vais te montrer que même les plus grands experts n'ont rien vu venir. Avant de parler de l'avenir, on va parler de quelque chose d'inconfortable. Déjà, il faut savoir que toutes les grandes peurs de l'avenir ont un auteur. Toujours. En 1970, une campagne s'est répandue dans toute l'Amérique. Le slogan « Keep America Beautiful », campagne magnifique, touchante, virale avant l'heure. Ce que personne ne savait à l'époque, c'est qu'elle était financée par les industries du plastique et des fabricants de canettes. Leur objectif n'était pas de sauver la planète, c'était de faire croire que la pollution était un problème individuel. Que si tu recyclais, si tu faisais ta part, tout irait bien. Pendant ce temps, leurs usines continuaient à déverser des millions de tonnes de plastique dans l'océan. Ce glissement de la responsabilité collective vers la culpabilité individuelle, c'est une des plus grandes opérations psychologiques de l'histoire industrielle. Et elle a totalement fonctionné. Encore aujourd'hui, on pense comme ça. Maintenant, regarde ce qui se passe aujourd'hui avec l'IA. On dit que l'IA va tuer tous les emplois. T'as dû entendre ça des milliers de fois. C'est peut-être vrai, en partie, pour certains employés. Mais qui répand ce narratif avec le plus de force? Les mêmes entreprises qui vendent des solutions IA. OpenAI, Google, Microsoft. Elles financent des rapports alarmistes sur l'impact de l'IA sur l'emploi. Pendant ce temps, elles vendent des outils supposément capables de remplacer ces emplois. La peur est leur meilleur argument commercial. Achète notre IA avant que ton concurrent le fasse et te surpasse. En gros, adapte-toi ou disparais. Ce n'est pas de la conspiration, c'est du business. Et comprendre ça change tout à fait la manière dont tu consommes les informations sur le futur. Parce qu'il y a un biais cognitif qui rend ça encore plus terrible. Ça s'appelle le biais de disponibilité. Notre cerveau juge la probabilité d'un événement en fonction de la facilité avec laquelle on peut l'imaginer.
Si tu vois des images d'inondations en boucle sur ton téléphone et tu en vois chaque jour, ton cerveau estime que les inondations sont beaucoup plus probables qu'elles ne le sont statistiquement. Les médias, les algorithmes, les entreprises tech, ils alimentent tous ce biais. Pas nécessairement par malice, simplement parce que la peur engage. La peur fait scroller, la peur fait cliquer. Et toi et moi, on y est vulnérable. Alors on va faire quelque chose d'inhabituel. On va regarder ce que les humains ont prédit sur leur propre avenir et voir à quel point ils se sont plantés. Parce que là, ça devient vraiment intéressant. On est en 1894 et le Times publie un article très sérieux. En 50 ans, disent-ils, Londres sera sous 9 pieds de fumier de cheval, parce que la ville grandit et les cheveux aussi. Alors, mathématiquement, ça paraît logique. Sauf qu'en 1908, soit 14 ans après la prédiction apocalyptique, vous noterez que notre prédiction, elle a aussi commencé dans 14 ans. Ford lance le modèle T. En moins d'une génération, les chevaux avaient disparu des rues de Londres. 1970, le biologiste Paul Ehrlich publie The Population Bomb. Il prédit une famine mondiale massive dans les années 1980. Des milliards de morts. La surpopulation allait détruire la civilisation. Le livre devient un best-seller mondial et il façonne la politique internationale. Sauf que dans les années 70, une révolution silencieuse se prépare dans les champs de blé mexicains. Norman Borlaug, un agronome américain, développe des variétés de blé à haut rendement. La révolution verte nourrit 1 milliard de personnes supplémentaires. Ehrlich avait raté la variable qu'il ne pouvait pas voir arriver. En 1995, le magazine Newsweek publie un article sur ce nouveau truc qu'on appelait Internet. Le titre ? The Internet. La journaliste explique avec conviction qu'Internet ne remplacera jamais les livres, les journaux et les bibliothèques. Que personne n'achètera de livres en ligne, que les discussions sur Internet n'auront jamais la profondeur d'une vraie conversation. 20 ans plus tard, Amazon avait tué les librairies. Wikipédia avait remplacé les bibliothèques. Twitter avait redéfini le débat public. Ce qui est fascinant dans ces trois histoires, c'est toujours la même erreur. Les gens projetaient le présent vers l'avenir en ligne droite. Les innovations disruptives arrivent toujours de là où personne ne regarde. Le cheval, la révolution verte, Internet. Et pourtant aujourd'hui, on va quand même essayer de le faire. Parce qu'il y a une chose que l'histoire nous permet de prédire. Pas la technologie, pas le climat, quelque chose de plus fondamental. Quelque chose qui concerne directement ce que les humains veulent vraiment. Même quand ils ne le savent pas encore. Et pour ça, je dois te parler d'une constante. La seule constante que les historiens, les sociologues et les psychologues s'accordent à identifier à travers toutes les civilisations, elle n'a jamais changé. Même quand tout le reste s'effondrait. La constante, c'est ça. Le pouvoir se redistribue, mais il ne disparaît jamais vraiment. À chaque révolution technologique dans l'histoire, une élite tombe, une autre monte. L'imprimerie a détruit le monopole de l'Église sur la connaissance. En 2 générations, les paysans pouvaient lire la Bible eux-mêmes. Le Vatican a perdu son pouvoir d'intermédiaire entre Dieu et les hommes. Internet a détruit le pouvoir des médias sur l'information. En 2 décennies, n'importe qui pouvait publier, diffuser, influencer. Les grandes chaînes TV ont perdu leur pouvoir de définir la réalité collective. Et maintenant, l'IA. Mais cette fois, la question est différente. Parce que les 2 premières révolutions ont démocratisé l'accès. L'imprimerie a démocratisé l'accès à la connaissance. Internet a démocratisé l'accès à l'information. L'IA, elle, pourrait démocratiser l'accès à l'intelligence. Et là, on ne sait pas vraiment ce qu'on perd. Passons maintenant à 2050, soit dans 24 ans. Maintenant, les voix générées par l'IA sont indiscernables des voix humaines réelles. Dans les détails, la façon dont quelqu'un hésite avec une question difficile, la légère chaleur dans la voix quand on dit « je t'aime », des millions de personnes entretiennent des relations profondes, amitié, soutien émotionnel, parfois quelque chose qui ressemble à de l'amour, avec des entités numériques. Et c'est pas de la science-fiction. Au Japon, en 2024, des milliers de personnes étaient déjà mariées avec des intelligences artificielles. Plus précisément, des personnages virtuels. La question que les philosophes et les psychologues vont débattre pendant des décennies, est-ce que ça compte vraiment ? Est-ce que la solitude disparaît si tu la remplaces avec quelque chose qui n'est pas vraiment réel, mais qui en a toutes les qualités ? Et c'est là que quelque chose d'inattendu va se produire. Quelque chose que l'histoire a montré à chaque fois que la technologie allait trop vite. Un retour au tribal. Chaque fois que le monde devenait trop abstrait, trop technique, trop difficile à saisir, les humains ont cherché le concret, le local et la communauté physique.
Après la révolution industrielle qui a arraché les gens à leur village, l'explosion des syndicats, des associations, des clubs ouvriers. Après la révolution numérique des années 2000, le boom du yoga, du véganisme, des marchés fermiers, des mouvements slow life. Dans 25 ans, on peut prédire avec une certaine confiance que les communautés hyper locales vont exploser. Des gens qui décident de vivre dans un rayon de 5 km. Des marchés de proximité, des réseaux d'entraide de quartier. Pas par idéologie, par besoin viscéral de quelque chose de réel. On est maintenant en 2075. Le changement climatique est une réalité quotidienne, mais pas de la façon dont on te l'a raconté. Il n'y a pas eu d'apocalypse, pas de fin du monde. Il y a quelque chose de plus désastreux, une fragmentation géographique du monde. Certaines régions sont devenues plus habitables qu'elles ne l'étaient. Le Canada, la Russie du Nord, la Scandinavie. D'autres sont devenues invivables une partie de l'année. Certaines zones du golfe Persique atteignent des températures humides si extrêmes que le corps humain ne peut pas y survivre à l'extérieur plus de 6 heures. Ce n'est pas une métaphore, c'est de la physique. Et ça crée quelque chose d'inédit dans l'histoire humaine à cette échelle. L'ONU estime entre 200 millions et 1 milliard de personnes déplacées d'ici 2050 à cause du climat. La politique de 2075 n'est pas animée par les traditionnelles guerres. Elle est dominée par une question. Qui accueille qui et à quel prix? On est maintenant en 2100 et l'être humain commence à se modifier. Pas dramatiquement, il n'y a pas de cyborg, pas de science-fiction. Mais des thérapies génétiques permettent d'éliminer certaines maladies héréditaires avant la naissance. Des interfaces neuronales très simples permettent à certains de contrôler des prothèses avec la pensée, d'envoyer des messages sans même les taper. Neuralink a effectué ses premières implantations humaines en 2024. Et là, la grande fracture de ce nouveau siècle ne sera plus simplement entre riches et pauvres. Elle sera entre ceux qui ont accès à ces technologies et ceux qui ne l'ont pas. Et ça va créer une nouvelle forme d'inégalité. Et c'est là, dans ce futur, qu'une question va se poser. Une question que les philosophes du futur vont débattre jusqu'à épuisement. Une question qui va définir ce que l'être humain signifie. Et est-ce qu'on voudra encore l'être? On est maintenant en 2226, soit dans exactement 200 ans. C'est une date abstraite, presque impossible à ressentir. Et pourtant, une époque où vivront tes arrière-petits-enfants. Maintenant, essaye de les imaginer. Si t'as bien suivi, tu sais que tu peux pas vraiment. Parce que comme on l'a dit, ton cerveau en est incapable. Alors, on va faire autrement. On va partir de ce qu'on sait déjà sur les êtres humains. Sur ce qu'ils veulent toujours, sur ce qui ne change pas. Et on va le construire en quelques images. Alors non, dans 200 ans, la Terre ne sera pas morte. On a une tendance collective à imaginer l'avenir comme une dystopie. Mad Max, The Road, Waterworld. Mais l'histoire ne raconte pas ça. Chaque époque a cru être la dernière. La peste noire a tué la moitié de l'Europe. Et pourtant, l'Europe s'est reconstruite et a créé la Renaissance. Les 2 guerres mondiales ont ravagé le monde. Et pourtant, on est toujours là. Dans 200 ans, et c'est ma conviction, pas une certitude, la Terre est toujours habitée. Pas de la même façon, pas par les mêmes civilisations, mais habitée. Le transhumanisme n'est plus une philosophie de niche. Des chercheurs comme Ray Kurzweil, ancien directeur de l'ingénierie chez Google, prédisent une singularité technologique aux alentours de 2045. Un moment où l'intelligence artificielle dépasse officiellement l'intelligence humaine. Alors, dans 200 ans, la question n'est plus comment l'IA va changer le travail, c'est qu'est-ce que les humains vont faire de leur existence maintenant que l'IA fait absolument tout. Et qui plus est, mieux que nous. Là, on revient à ce que tu sais sur la psychologie humaine. Les humains qui ont tout, qui n'ont pas besoin de travailler, pas besoin de lutter, ne sont pas heureux par défaut. Les études sur les gagnants de loterie le montrent clairement. 1 an après avoir gagné plusieurs millions, leur niveau de bonheur est revenu exactement là où il était avant. Ce qu'on cherche, ce n'est pas l'absence de problème, c'est le sens. Et dans 200 ans, peut-être que la plus grande crise n'est pas environnementale ni technologique. Elle est existentielle. Mais voilà ce que je crois sincèrement. Parce que la constante que j'ai mentionnée tout à l'heure, le retour au tribal, elle est plus profonde qu'une tendance de marché. Elle est ancrée dans notre biologie. On a besoin d'appartenir, d'être vu, de compter pour quelqu'un. Et ça, même l'IA la plus avancée ne peut pas la simuler parfaitement. Parce que l'appartenance demande la vulnérabilité. Et la vulnérabilité demande le risque. Le risque d'être rejeté, d'être jugé, de perdre. Une machine ne peut pas vraiment te rejeter. Et donc, sa validation ne compte pas vraiment. Dans 200 ans, j'imagine le monde où la rareté absolue, le luxe ultime, c'est d'avoir une conversation avec quelqu'un. Quand je dis quelqu'un, c'est une conversation d'humain à humain qui sont tous les deux consentants d'être là. Pas par algorithme, pas par programmation, pas par téléphone, face à face. Alors, le niveau de la mer aura également monté.
Alors de combien, ça on n'en est pas encore totalement sûr. En fait, ça va dépendre de ce qu'on fait dans les 30 prochaines années. Des villes côtières actuelles sont peut-être sous l'eau, ou protégées par des digues titanesques. Les déserts se sont peut-être étendus sur certains continents, et rétrécis sur d'autres, grâce à des technologies de reforestation à grande échelle. La biodiversité a peut-être connu une 6e extinction de masse. Ou peut-être qu'on a réussi à recréer des espèces disparues. Des entreprises travaillent déjà à ressusciter le mammouth laineux. Mais au fond, dans 200 ans, la Terre tourne encore, le soleil se lève encore, et quelque part, quelqu'un regarde le ciel et se demande ce que l'avenir lui réserve. Exactement comme toi aujourd'hui, devant cette vidéo. Aujourd'hui, on a parlé de 200 ans d'avenir, de neurosciences, de climatologie, d'IA, de migration, de pouvoir, de solitude. On a parlé de comment ton cerveau interprétait le monde, de qui influence cette interprétation. Et ce que ça dit sur ce qui on est vraiment. La peur de l'avenir est réelle, les défis sont réellement là. Mais l'histoire montre que les humains ont une capacité assez extraordinaire à faire quelque chose que personne n'avait prévu. Pas à survivre, à trouver du sens même dans le chaos, à créer de la beauté même dans la contrainte, à se connecter même quand tout les sépare. La vraie question de à quoi ressemblera la Terre dans 200 ans, ce n'est pas une question de technologie. Ça ne sera pas non plus une question de politique. C'est une question de psychologie collective. Et cette question, c'est est-ce qu'on essaye de construire un futur pour nous en tant qu'humanité ou nous en tant que personne? Et cette question-là, elle se pose maintenant, pas dans 200 ans. Alors si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, je sors une vidéo tous les dimanches. Et dis-moi en commentaire ce qui t'inquiète le plus pour l'avenir. Et comment tu le vois à l'avenir, toi?